Le Grand Dialogue. Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue. Depuis quelques années, le phénomène de la migration prend de l'ampleur à Tombouctou. De nombreuses personnes, notamment des jeunes, se lancent régulièrement dans le Sahara à partir d'ici pour tenter de rentrer en Europe. Certains tombent dans les mains des bandits armés, d'autres perdent la vie dans le désert. Les plus chanceux sont récupérés par des organisations comme l'OIM et ramenés à Tombouctou avec d'autres organisations comme le CRS, la Croix-Rouge. Celle-ci les prend en charge. Migration, quels sont les défis et perspectives à Tombouctou? C'est le thème de notre grand dialogue d'aujourd'hui. Nos invités sont capitaine Bakary Sinayogo de la protection civile, Aboubakry Mohamed, chef du bureau du CRS, le CRS est le Catholic Relief Services, Asseidi Wangara, chef du bureau OIM à Tombouctou, et Lassine Diallo, un migrant de retour. Je suis Sekou Gadjigo pour modérer ce débat. Je précise que cette émission est en partenariat avec le Caritas et la Croix-Rouge dans le cadre du projet de protection des migrants vulnérables dans le Sahel financé par l'Union européenne. Mesdames, Messieurs, bienvenue. Le Grand Dialogue. Chers invités, merci d'avoir répondu à notre invitation. Nous commençons par l'OIM, l'Organisation internationale pour les migrations. Comment se présente plutôt le phénomène de la migration dans la région de Tombouctou? Ok, merci beaucoup. Merci pour l'invitation et merci pour la question. Alors, le phénomène de la migration, il se sent dans toute la ville de Tombouctou. Depuis le début de cette année, les chiffres ont explosé. Pour simple illustration, rien que pour cette année, c'est-à-dire de janvier à nos jours, nous avons observé 25 500 flux migratoires rien que pour la commune de Tombouctou. Cela explique parfaitement ce phénomène ici dans la région de Tombouctou. Ok, le CRS et le Catholic Relief Services, que pouvez-vous ajouter à ces chiffres qui démontrent que le phénomène de la migration a pris une ampleur considérable à Tombouctou? Alors, merci beaucoup et merci pour la question. Je pense que, comme venaient de le dire les collègues de l'OIM, depuis le début de l'année, je pense que depuis déjà 2020, c'est un phénomène qui a connu au fil des mois, c'est-à-dire qu'il y a un accroissement. Et on voit les tendances à la hausse au fur et à mesure que nous menons nos activités. Aujourd'hui, pratiquement toutes les statistiques dont nous disposons suivant nos activités sur le terrain démontrent cela à suffisance parce que entre déjà avril 2021 et en novembre, nous avons profilé dans notre système environ 12 000 migrants avec un dispositif conjointement piloté par CRS et la Croix-Rouge malienne. Alors je précise que nous avons des équipes déployées à Tombouctou, à Ber et à Léry pour ce qui est des CRS, et la Croix-Rouge en plus de Tombouctou a une équipe aussi dans la localité de Bambarmou. Donc ce dispositif nous a permis de profiler 12 000 migrants. Cela voudrait dire que chaque mois, environ 1500 migrants sont profilés et les plus vulnérables d'entre ceux-ci sont assistés directement par nos équipes de police sur le terrain. Alors, qu'est-ce qui explique le fait que ce phénomène prend de l'ampleur aujourd'hui? Alors, les causes peuvent varier, mais je pense principalement on peut énumérer ici des causes d'ordre politique, des causes d'ordre sécuritaire, mais des causes d'ordre économique. Donc, parce que quand nous parlons avec les migrants au fil du temps, pendant que nous menons nos activités à leur profit, c'est les discours que nous entendons les plus souvent. Alors, vous êtes de la protection civile. Aujourd'hui, on remarque à Tombouctou,
phénomène de la migration devient très très sérieux. Aujourd'hui, selon vous, qu'est-ce qui explique cette situation? Le fait que Tombouctou devienne de plus en plus un lieu où on trouve beaucoup de migrants, un lieu de transit ou de départ des migrants. Ok. Je dis bonjour à tout le monde. Moi, c'est le capitaine, ça s'appelle Thomas Sénéco, commandant de compagnie de la direction régionale de la protection civile de Tombouctou. Donc, cette question, par rapport à ce côté, ce qui fait qu'il y a assez de migrants aussi à Tombouctou, c'est dû à beaucoup de facteurs. Donc, là, les facteurs économiques, les facteurs sécuritaires. Mais le flux massif des migrants à Tombouctou aujourd'hui est favorisé par l'existence quand même d'un réseau de trafic humain entre certains points et Tombouctou. Donc, qui veulent se barrer et qui sont accompagnés, sinon suivis, et transitent par Tombouctou en destination de l'Algérie et de la Tunisie. Donc, c'est très difficile de contrecarrer cet événement si vraiment on ne se met pas ensemble pour contrôler l'entrée de ces migrants et comment vraiment les actions coordonnées le long des trajets. Parce qu'en ce qui concerne la protection civile en tant que structure étatique, nous on œuvre dans ce sens avec l'accompagnement de OIM principalement. Et CRS à mon arrivée, même si c'est retiré un peu récemment. Donc la gestion concertée vraiment doit nous permettre vraiment de relever les défis par rapport vraiment à cette situation qui devient un danger. C'est un facteur d'insécurité. D'accord. Donc vous travaillez de façon concertée avec les organisations qui sont dans la région de Tombouctou et qui œuvrent dans le cadre de la migration. Bon, les organisations au niveau de Tombouctou, l'organisation qui est à côté de la DRPC aujourd'hui, sans relâche, ça c'est l'OIM. D'accord, cela est bien compris. Monsieur Wangara de l'OIM, je me tourne vers vous encore. Aujourd'hui, pouvez-vous nous dire, est-ce que Tombouctou est une ville de départ ou de transit des migrants? Ou c'est les deux à la fois? Tombouctou est d'abord une ville de départ depuis très longtemps, une ville d'accueil des migrants. Quand vous voyez les quartiers de Tombouctou, vous allez trouver Wangara Kunda. Kunda, c'est pas un dialecte du milieu. Donc il y a eu dans les temps des ménages qui sont venus, qui ont migré ici pour s'installer. C'est également une zone de transit et une zone de départ. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes, surtout ici, originaires de Tombouctou, ici de Gourma et vers les côtés de Gundam, mais même de la ville de Tombouctou, qui migrent dans les pays voisins, sinon au-delà, pour aller à la recherche du bonheur. Donc c'est une ville qui connaît cette situation, qui connaît la migration il y a bien longtemps, et dont certaines communautés vivent d'ailleurs. Oui, c'est une ville de départ, mais on a remarqué qu'il y a également assez de migrants d'autres pays qui passent par ici pour tenter de rentrer en Europe. Nous avons visité un centre d'accueil où on a pu trouver un migrant. Il est d'origine guinéenne, il n'a que 28 ans. Il a tenté l'aventure, mais après avoir échoué sa tentative de rentrer en Europe, il souhaite aujourd'hui retourner dans son pays. Il est actuellement dans un centre d'accueil de migrants. Il nous raconte son calvaire, le calvaire qu'il a vécu sur les routes migratoires. Nous l'écoutons. Je voulais partir en Espagne. Finalement, j'ai croisé des gens à l'autogare de Bamako qui sont chargés à faire voyager des gens jusqu'en Espagne. J'ai croisé ces gens-ci, ils m'ont dit qu'ils peuvent m'envoyer en Espagne.
Maintenant, on est tombé sur le prix, on m'a dit de payer 15 millions de francs guinéens. Ça, c'est valeur de 1 million, non, 900 et quelques mille. 900 et quelques mille, mais j'avais quelques jetons sur moi, j'ai complété. J'ai payé les 15 millions avec eux. Maintenant, de là-bas, on m'a embarqué, je suis arrivé à Sévaré. De Sévaré, je suis arrivé à Tombouctou. De Tombouctou, maintenant, j'ai voyagé, on m'a envoyé jusqu'à Borz. Bon, c'est de là-bas, maintenant, moi-même, j'ai travaillé un peu, je suis monté jusqu'à Adrar. De Adrar, je suis parti jusqu'à Oran. Tout mon exil, j'ai fait plus de 4 mois sur la route. De là-bas, maintenant, je voulais rentrer au Maroc. Mais de là-bas, maintenant, j'ai jugé nécessaire de rester dans la ville là-bas, mais il n'y avait pas de travail. Maintenant, je me suis embarqué, je me suis retourné jusqu'à Borges. De Borges, maintenant, j'ai pris le camion pour me retourner maintenant à Tombouctou. Alors, celui-là est un migrant guinéen, un jeune Guinéen qui a tenté de rentrer en Europe, comme vous venez de l'entendre. Il y en a beaucoup d'autres jeunes, d'autres nationalités, ici à Tombouctou. Lassine Diallo, vous êtes un migrant de retour. Vous venez d'entendre ce jeune migrant qui a tenté de rentrer en Europe, mais qui n'a pas pu. Vous pouvez nous expliquer d'abord quel a été votre cas, votre expérience? Est-ce que vous avez été confronté au même problème que ce jeune migrant guinéen? Ok, merci beaucoup. Bonjour. Moi, je m'appelle Lassine Diallo, je suis immigrant de retour à Tombouctou, mais je suis nationalité malienne. Je réside à Tombouctou actuellement. Bon, mon cas et le cas de ce monsieur, c'est pas la même chose. Moi, j'ai terminé mes études en 2006. Le même 2006, j'ai pris mes bagages et je suis parti à Dakar. De Dakar, j'ai travaillé là-bas un peu. J'ai gagné un peu de sous, comme 1 million et quelques. Je suis parti en Mauritanie encore. Je travaille là-bas au moins 3 ans. J'ai gagné un peu d'argent. De Mauritanie, je suis parti encore au Maroc. Je ne suis pas rencontré des gens qui font des transits. Mais il y a des gens qui font le transit en Mauritanie, de Mauritanie au Maroc. Ils vont te prendre même plus de 2 à 4 millions. Ils vont dire Espagne direct ou Italie direct. Mais c'est faux. Ils prennent l'argent, c'est pas eux, ils ont un effet sur place. Mais ils ont un réseau très costaud. Même, je peux dire que il y a même des agents de police et des agents de sécurité qui sont au courant de ça. Et parce que s'il prend au moins pour toi quelques sommes, il leur file un peu d'argent, comme s'il prend au moins, et ils vont avoir au moins 30% dedans, ou 10%, ou 20%, je ne sais pas. Mais quand même, ils ont quelques sommes dedans. D'accord. Alors, mais comment vous vous êtes retrouvé? Comment vous avez décidé de revenir à Tombouctou? Bon, moi, je me suis décidé de retourner à Tombouctou. Je ne suis pas décidé de revenir à Tombouctou, mais de retour au Mali. Moi, je suis parti au Maroc. Je me suis parti jusqu'à Malta en 2011. On nous avait reflé de Malta à Bamako. Nous a donné au moins 50 euros chacun de nous au sapeur-pompier de Bamako. Qui vous a donné ces 50 euros? C'est je ne sais pas, quand même c'est les gens des sapeurs-pompiers qui nous ont donné cet argent. Okay. Mais l'argent a quitté l'Europe, ils ont dit qu'ils nous envoyaient un peu d'argent pour qu'ils puissent nous donner des retours. Après, de 50 euros là, j'ai pris ça. Je me suis décidé de partir parce qu'en ce moment, je n'ai que 50 euros. Les 50 euros là, je ne peux pas rentrer chez moi. Chez vous, c'est où? C'est à Bamako. Moi, je suis de Bamako. Oui. Maintenant, je suis retourné en Mauritanie. Je travaille un peu là-bas. Je travaille au moins 2 à 3 ans. Je travaille là-bas comme ferraille. Je partis dans les villages de Mauritanie. J'achète les ferrailles. Je veux venir revendre ça en Nouakchott au port. Après, je gagne un peu d'argent. Je dis que faire l'aventure là, maintenant c'est bon. Je me suis décidé de retourner au Mali pour vendre. Je fais le voyage entre Dakar et Kaye. Après, j'ai entendu qu'à Tombouctou ici,
il n'y a pas assez de restauration. Et restaurant, je suis décidé de venir à Tombouctou, comme j'ai fait la restauration. Je travaille ici. Donc c'est comme ça que vous êtes venu ici? Oui, oui. Ah, ok. Monsieur Aboubakrine Mohamed, on vient d'entendre ce jeune migrant guinéen. Ces jeunes, qu'est-ce que vous apportez comme assistance à ces genre de personnes lorsqu'ils arrivent ici? Alors, merci beaucoup. Alors, dans le cadre du projet que nous pilotons actuellement, c'est un projet effectivement financé par l'Union européenne et piloté dans le cadre d'un consortium, voilà, sous l'île de Caritas Suisse. Mais à Tombouctou, nous travaillons conjointement avec les équipes de la Croix-Rouge. Et comme je l'avais dit dans le mot d'introduction, on évolue à Tombouctou, on a des points d'information et d'assistance à Tombouctou, à Béré et à Léré, et pour ce qui est des CRS, et à Bambara Maoudé pour ce qui est de la Croix-Rouge. Alors, nos assistances pour ces migrants constituent essentiellement l'accès aux services sociaux de base. Alors, par accès aux services sociaux de base, il faut entendre l'accès à la nourriture, l'accès aux kits, à des kits wash essentiellement, l'accès aux soins de santé de base, l'accès à l'eau potable, mais aussi nous apportons un soutien psychosocial. En plus de ces activités-là, nous sensibilisons aussi régulièrement sur les risques liés à la migration irrégulière. Parce que pour nous, il faut sensibiliser pour que les migrants ou les personnes qui entreprennent ces projets migratoires soient informés et sensibilisés par rapport aux risques sur les routes migratoires. Justement, c'est la question que j'allais vous poser. Est-ce que ces jeunes, celui-là qui n'a que 28 ans, est-ce qu'ils sont conscients des risques auxquels ils s'exposent en venant? D'abord, je sais pas, ça pourrait être intéressant. D'abord, si nous voyons nos statistiques, la moyenne d'âge, effectivement, pour les migrants, selon nos statistiques, c'est 25 ans. 25 ans, vous voyez que c'est majoritairement des jeunes qui entreprennent ces projets migratoires-là. Donc, est-ce qu'ils sont conscients des risques? La plupart, je dirais, pas assez. Pas assez, parce que je pense que des fois, la plupart du temps, selon les discours que nous avons entendus des migrants, et même quand nous parlons avec eux, c'est que des illusions leur sont vendues. Malheureusement, des illusions leur sont vendues et ils ne sont pas suffisamment informés sur les risques qu'ils encourent en entreprenant les routes. Donc nous, en tant qu'acteurs humanitaires, on a pu quand même à sensibiliser, à informer. Mais il ne nous revient pas d'encourager ou de décourager, mais il est de notre devoir d'informer les jeunes sur les risques liés à ces trajets migratoires-là. Je vais vous redonner la parole tout de suite, juste le temps de demander au capitaine Sinayogo de la protection civile. Au niveau de votre service, qu'est-ce que vous faites concrètement pour ces genres de situations, des jeunes migrants qui reviennent, souvent certains en détresse? Voilà. Qu'est-ce que vous faites concrètement, ou bien ceux qui souhaitent partir, si vous êtes au courant? Quel est votre rôle? Merci. Ce que nous faisons concrètement, ça c'est l'hébergement. L'hébergement, on a bénéficié. Quand ils reviennent. Oui. L'hébergement en termes de centre d'accueil des migrants en détresse. Et c'est destiné exclusivement à l'hébergement de ceux qui sont volontaires, candidats volontaires au retour. C'est ça. Donc, dans notre centre, c'est un centre pour majeurs. Donc, pratiquement, les chiffres annoncés là ne sont pas à la portée de la protection civile en tant que structure étatique. On vient de nous parler de l'air, de l'IRI, voilà. Mais c'est une question principalement qui a basculé dans le côté négatif suite à un manque de coordination. Sinon, le centre
c'est financé par la MINUSMA, ça a été ouvert en mars, 31 mars. Donc on vient même d'agrandir la capacité du centre suite à l'acheminement d'une quarantaine de migrants par cas. Donc ce que nous faisons, c'est exclusivement l'hébergement et l'alimentation. Donc dans ce sens, nous sommes accompagnés par l'OIM qui assure l'alimentation et les frais médicaux. Voilà, mais il y a quelques difficultés à ce niveau. À la gestion de cette situation, les structures étatiques ne contrôlent pas la matière, la grande partie de ces migrants, même dans la ville de Tombouctou. Parce que, étant donné qu'il y a un centre de migrants, bon, nous devrons avoir une idée générale sur le nombre de migrants recensés par les différents partenaires qui devraient être mis à disposition pour se faire une idée et informer les autorités pour les mesures adéquates. D'accord. Donc tel n'est pas le cas. Tel n'est pas le cas. Donc, Monsieur Wangara de l'OIM, nous venons d'entendre le capitaine Sinayoko qui parle de certaines difficultés comme manque de coordination. Mais vous, en dehors de cela, quels sont aujourd'hui les défis auxquels vous faites face dans le cadre de votre travail, qui est de réduire les risques liés à la migration? Quels sont les défis aujourd'hui? Alors, un des défis, c'est bien sûr la coordination. Et d'ailleurs, sur l'initiative de l'OIM, nous avons mis en place un groupe de travail migration qui permet effectivement de mieux coordonner les actions des différents acteurs qui œuvrent dans le domaine. Alors, il y a plusieurs acteurs qui y participent et l'objectif, c'est réellement de partager les informations sur les questions de migration, les chiffres, les besoins d'assistance, voilà, et de combler les gaps dans un esprit de complémentarité entre acteurs. C'est ce que nous faisons comme, pour essayer de gérer cette question qui prend de plus en plus de l'ampleur dans cette région de Tombouctou. Nous discutons beaucoup avec les autorités. Il ne se passe pas un mois où nous n'avons pas de réunions d'information ou bien d'explication de situation avec les plus hautes autorités de la région, en l'occurrence le gouverneur ou ceux qui les représentent. Nous menons des réunions et des entretiens réguliers avec la direction régionale de la protection civile pour gérer des situations au cas par cas si c'est nécessaire. Donc, les besoins de coordination, c'est un défi, mais nous sommes en train d'y avancer à grands pas parce qu'on a déjà ces cadres qui réunissent plusieurs acteurs gouvernementaux et puis les acteurs de la société civile qui œuvrent dans le secteur de la migration. D'accord. Voilà. Est-ce qu'il arrive souvent, puisqu'on parle d'un phénomène qui grandit dans la région, est-ce qu'il arrive souvent que vous soyez débordés, que vos capacités soient dépassées, vos capacités d'accueil ou d'assistance soient dépassées? Oui, je dirais oui, parce que nous avons connu cette situation plusieurs fois et il nous arrive d'être confrontés à des situations, des cas de refoulement massif de migrants du Maghreb qui viennent. Et la réalité est que souvent, les centres sont pleins et souvent nous sommes obligés de prendre les plus vulnérables ou de créer d'autres centres, bien évidemment avec les acteurs spécialisés qui œuvrent dans le domaine de la migration. D'accord. Alassane Diallo, vous êtes migrant de retour. Vous, c'est vrai que vous n'avez pas été confronté à des mésaventures comme celle de Mahmoud Diallo, le Guinéen qu'on vient d'écouter. Mais est-ce que vous, en tentant l'aventure, vous aviez conscience des risques auxquels vous pouvez vous exposer? Oui, bien sûr. Alors, si ici au pays, tu n'as pas le moyen de travailler, parce qu'ici au Mali, par exemple, si tu n'es pas parti à l'aventure, tu n'auras pas un peu d'argent pour faire tes commerces ou pour faire tes projets. Si par exemple tu demandes à un parent de te donner au moins quelque chose, il va te dire, voilà, il va manger sur l'argent. Mais dans le cas où tu prendras le risque, psychologiquement, tu es prêt pour tout.
J'ai dit pour tout, même pour mourir. Tu es prêt pour ça? Donc vous étiez conscient qu'il y avait des risques? Mais il y a beaucoup de risques. Parce que moi-même, j'ai confronté à des cas comme ça. J'étais avec un de mes amis, il y a des cailles. En partant au Maroc, lui, il est décédé en cours de route. On a fait marcher au moins plus de 45 km à pied. Lui, son lot est fini. Bon, il était avec son jeune frère. On a laissé là-bas partir parce qu'on n'a pas le moyen pour prendre. Si on nous prendra, tout le monde va mourir là-bas. On nous a laissé là-bas, en plein désert. D'accord. D'accord. Ok, mais depuis que vous êtes à Tombouctou ici, basé ici où vous travaillez, est-ce que quand on vous a repéré comme un migrant, ou bien c'est vous-même qui a approché les organisations qui sont ici, est-ce que vous avez bénéficié de soutien, d'assistance étant ici? Non, je n'ai pas. D'accord. Je n'ai pas eu ce soutien-là. Parce que moi, je n'ai pas fait. Je suis venu ici en tant que restaurateur. Oui. J'avais mon argent. Vous n'êtes pas revenu directement en tant que migrant de retour? Non. Ok, d'accord. Je suis venu ici comme j'ai mon projet, j'avais un peu d'argent, j'ai ouvert mon restaurant avec mon petit frère. Bon, on a eu tous les papiers du restaurant. Maintenant, on est en train de travailler avec des ONG, des partenaires. D'accord. Cela est bien compris. Mais une question à Aboubakri Mohamed, vous êtes de Catholique Relève Services. Monsieur Wangara vient de parler de certaines difficultés, comme le manque de coordination. Est-ce que vous aussi, vous êtes confronté à d'autres difficultés? Moi, je pense que les difficultés qui ont été énoncées sont partagées. Les difficultés aujourd'hui, comme il l'a dit, effectivement, l'ensemble des acteurs sont confrontés à celle-ci. Mais je pense que le défi de la coordination, c'est un défi qui est en train de se relever au fur et à mesure. Déjà, il a fait cas des cadres de travail qui a été mis en place. Je pense que ça a été une très bonne initiative à laquelle l'ensemble des acteurs qui interviennent dans le domaine de la protection aujourd'hui participent. Alors, Monsieur Sinago a parlé aussi des difficultés au niveau de la DRPC. Je pense que c'est dans un esprit effectivement de complémentarité parce que en tant qu'acteur humanitaire, il y a l'ensemble des acteurs ne font pas la même chose exclusivement, même s'il y a des nuances. Mais l'idée c'est que chacun des acteurs participe à combler un besoin ou un gap. Si on prend l'exemple, par exemple, au niveau de la DRPC, les migrants vulnérables majeurs qui sont candidats à un retour sont hébergés là-bas. Cela voudrait dire que la capacité du centre à accueillir davantage de migrants n'est pas suffire. C'est dans ce cadre-là que d'autres structures, comme CRS aussi, a mis en place un mécanisme pour pouvoir héberger des migrants qui peuvent ne pas être majeurs, qui sont généralement mineurs et des femmes, mais des migrants sur la base de leur vulnérabilité, mais suivant leurs besoins évalués, sont hébergés le temps qu'ils soient pris en charge ou référés aux besoins pour l'OIM s'ils sont candidats à un retour. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des résultats, le fait que vous travaillez en coordination, vous essayez de vous concerter, est-ce qu'aujourd'hui, ça apporte des résultats? Ça apporte des résultats parce que la coordination, c'est un impératif. C'est un impératif. Alors, on a parlé du flux massif des migrants. Cela veut dire que les capacités actuelles des acteurs sont limitées par rapport aux besoins. Donc, vous voyez que nous sommes dans l'obligation de coordonner au mieux nos actions pour pouvoir être plus efficaces, plus efficients dans la réponse que nous apportons et dans la réponse que nous voudrons la plus adéquate
et la plus adaptée possible. Donc, je pense que ça apporte des fruits. C'est dans ces cadres que nous, on réfère régulièrement des migrants vers l'OIM qui, dans les cadres de l'organisation de leur retour, parce que c'est concrètement une activité que nous ne faisons pas, cela démontre une certaine complémentarité entre les acteurs. Donc, je pense que ça apporte vraiment les fruits. Et j'avais annoncé tantôt les sessions conjointes avec la Croix-Rouge pour informer et sensibiliser. Ça, c'est quelque chose qui matérialise un peu voilà, cette coordination et cette complémentarité que nous, acteurs, nous avons. D'accord. Capitaine Sinaogo, vous avez parlé de réseaux de trafiquants d'êtres humains, de réseaux de passeurs. Nous avons vu avec l'exemple du jeune Guinéen qui a été, en tout cas, fouillé, si je peux le dire, depuis Bamako, qui a été berné par des gens qui l'ont fait croire qu'ils peuvent l'amener en Europe. Est-ce qu'aujourd'hui, l'État n'a pas les moyens d'identifier ce genre de réseau et puis de mettre fin à ça, quoi? Bon, merci pour cette question. Moi, je ne vais pas trop m'étendre sur ce côté. Ça revient à l'État, effectivement. Ouais, vous êtes l'État aussi. Même vous êtes l'État. Est-ce que vous voyez que chacun est l'État à sa façon? C'est ce que les gens oublient. Maintenant, notre choix, c'est de trouver une solution à ça pour éviter d'accroître les risques déjà que subit la région particulièrement. Voilà, cette question a été discutée. Il a été quand même pour nous de prendre des mesures supplémentaires voilà, pour atténuer ces flux. Maintenant, ce qui intéresse pour moi davantage, nous, on est structure étatique. Notre action s'étend dans le domaine de la prévention, des secours et des assistances. La protection civile n'est pas la seule structure humanitaire de l'État. Nous faisons particulièrement face aux usages parce que la protection civile est chargée de la mise en œuvre de la politique nationale en matière de protection civile. Et en plus de cela, il y a le développement social, il y a la promotion de la femme. Tout ça ajouté à la protection civile, je demande la version de Aboubakri pour dire que notre capacité d'accueil est limitée. Ça, ce n'est pas une raison d'avoir un peu partout des petits centres qui échappent au compte de l'administration. ACR vient d'implanter des tentes dans les locaux de la protection civile, en plus du centre principal, et d'autres locaux qui ont été aménagés sous instruction du directeur régional de la protection civile. On peut accueillir aujourd'hui plus de 100 migrants. Est-ce que vous voyez? D'accord. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose. Il ne faut pas que les donc c'est toujours peut-être ce problème de manque de coordination. D'accord. Ok. Monsieur Wangara, l'OIM, en tout cas, quand on parle de l'OIM, on estime que c'est le principal acteur dans le cas bon, vous n'aimez pas qu'on parle de lutte contre le phénomène migratoire, mais en tout cas, vous travaillez beaucoup dans ce cadre-là. Est-ce qu'aujourd'hui, vous travaillez sur des plans pour essayer vous n'avez pas pour objectif de décourager, mais pour essayer de sensibiliser ces jeunes-là qui tentent l'aventure, en tout cas par le nord où on sait qu'il y a l'insécurité, il y a les réseaux de passeurs ou autres. Est-ce que vous travaillez sur des plans de ce genre pour essayer de sensibiliser ceux qui viennent par ici avant qu'ils ne partent? Vous n'avez pas de plan de ce genre? Bien sûr, parce que nous menons des séances de sensibilisation sur les risques de la migration. Nous le faisons tous les jours, toutes les semaines, et en faveur, quand on est au Mali, des Maliens, mais également en faveur de ceux qui sont en transit, qui sont en train de traverser pour aller à leur destination finale. Alors, on arrive à faire cela grâce à notre dispositif. On a des postes de suivi des flux migratoires au niveau des différents points d'entrée de la ville où passent les différents bus, les différents moyens de transport qui quittent vers les sites. Et nous avons des agents qui sont postés au niveau de ces postes et qui mènent régulièrement des séances de sensibilisation en faveur des communautés, mais aussi en faveur des candidats à la migration qui seraient
dans ces bus et ces véhicules de transport. Donc nous faisons beaucoup cela. Après-demain le 9, le jeudi 9 décembre, nous allons organiser une de nos activités phares de l'année, le Festival international du film sur la migration. Nous allons projeter 3 films qui visent essentiellement à sensibiliser la jeunesse sur les risques et les conséquences de la migration irrégulière. Parce qu'il faut le dire, nous sommes l'organisation internationale pour les migrations. Pour les migrations, mais des migrations sûres, informées et régulières. Alors, Yacine Diallo, vous êtes migrant de retour. Alors, vous, aujourd'hui, vous travaillez, on peut dire que vous êtes entrepreneur, vous travaillez à votre propre compte, après avoir tenté d'aller en Europe. Aujourd'hui, si vous avez un message, un conseil à donner à des jeunes qui pensent souvent à aller en Europe par tous les moyens, qu'est-ce que vous avez à leur dire? Bon, le conseil que j'ai à leur dire, précisément leurs parents d'abord. Parce que, tu vois, si votre fils ou votre neveu ou votre frère termine ses études, ou lui, s'il a un projet, il faut lui aider à faire ces projets-là. Il ne faut pas lui dire que si je lui donne comme ça, il va faire comme ça. Il faut lui aider d'abord. Toi, tu ne peux pas connaître un homme sans pourtant lui aider. Il faut lui aider une fois, 2 fois, même plusieurs fois. Il va avoir la conscience du travail. Parce qu'il va dire que il me aide chaque fois, il faut que moi aussi, je fasse mon effort. Il faut leur aider à faire rester chez eux. Parce qu'au Mali, ici, par exemple, moi-même, personnellement, ce que je gagne ici, je ne gagne pas ça à l'étranger avant. J'ai ma famille ici, mon petit frère aussi a sa famille ici. On est maintenant entrepreneur, on a notre entreprise, on gagne un peu, alhamdoulilah, Dieu merci. Ce que j'ai à leur dire, il faut rester chez toi, travaille. Le travail qu'on fait là-bas, il faut qu'on fasse ça ici aussi. On peut gagner un peu, le peu que tu gagnes ici, ça peut te servir un jour, si tu économises bien. Si tu travailles, il faut économiser aussi. Les jeunes d'aujourd'hui, s'ils gagnent un peu d'argent, ils pensent à autre chose. Alors qu'ils pensent à développer leur entreprise, ils pensent à autre chose. C'est ça qui n'est pas bon. D'accord. Au lieu de penser à développer, à faire de l'économie, ils pensent à autre chose. Cela est bien compris. Mohamed, au niveau du CRS, c'est vrai que les difficultés comme la coordination, on en a parlé, mais aujourd'hui, selon vous, qu'est-ce qui peut être fait pour essayer de minimiser en tout cas les risques auxquels s'exposent ces jeunes? C'est vrai que vous n'avez pas pour rôle de lutter contre le phénomène, décourager ou bien d'encourager les jeunes, mais qu'est-ce qui peut être fait pour essayer de minimiser les risques auxquels ces jeunes s'exposent? D'accord. Merci beaucoup pour la question. Je pense que la communication, la sensibilisation ne sera jamais de trop. Ça, c'est un fait. Parce que comme je l'ai dit tantôt, certains migrants ou des candidats à la migration peuvent être conscients des risques, mais pas tous. Donc, de ces faits, je pense qu'on doit sensibiliser, on doit informer davantage. À quel niveau? Au niveau étatique ou bien à votre niveau, les organisations? À tous les niveaux, parce qu'on a parlé, de la coordination, de la complémentarité. Je pense que nous sommes dans cette optique et les efforts doivent être multipliés dans ce sens. Mais en tant qu'acteur humanitaire aussi, on se doit d'être complémentaire à l'action de l'État pour apporter notre soutien, notre support aux personnes en situation de migration, notamment les plus vulnérables. Donc pour moi, il faut penser à une alternative durable qui va concilier non seulement l'aspect humanitaire, mais aussi l'aspect sécuritaire. L'aspect sécuritaire, parce que les deux sont liés, les deux peuvent être liés, pardon. Mais je pense que ensemble, on doit réfléchir pour asseoir un mécanisme propice pour non seulement informer et sensibiliser,
mais aussi pouvoir apporter une assistance adéquate aux personnes en situation d'immigration. D'accord. Voilà. D'accord. Capitaine Sinao, qu'est-ce que vous proposez pour minimiser les risques auxquels ces jeunes s'exposent aujourd'hui? On sait que nous sommes dans une zone, en tout cas le nord, c'est une zone quand même où l'insécurité est très très grandissante. Est-ce qu'aujourd'hui vous avez une proposition pour minimiser les risques? Oui, tout à fait. En tant que préventionniste, secouriste, préventionniste, ce que je vais porter à la connaissance de tous d'abord, la protection civile a une capacité d'accueil aujourd'hui qui dépasse les 100 personnes. Et à signaler, en passant, je salue OIM qui vient d'envoyer plus d'une dizaine de personnes quand même. Voilà, aujourd'hui, la protection civile n'a que 6 migrants au centre. D'accord. Ça veut dire qu'il y a de la place. Ok, d'accord. Cela est bien compris. Nous sommes pris par l'État. Voilà. La proposition concrète, il s'agit que la protection civile soit informée, sinon impliquée dans le processus d'identification de tous les migrants au niveau de la région. D'accord. Et maintenant que l'hébergement soit à la charge des structures étatiques. Maintenant, si les locaux sont comblés, peut-être on va faire appel à d'autres structures qui peuvent réaliser d'autres centres d'accueil temporaires afin d'avoir une idée et contrer vraiment ces flux. Parce que l'air de dispersion dans la région, c'est un facteur d'insécurité. D'accord. Quand ils n'ont pas de conditions de séjour agréables, ils vont rester éparpillés là-bas et ils sont tentés de s'adonner à des actes de vandalisme, ou être même victimes d'agression en ville. Cela est bien compris. Nous terminons par M. Wangara, proposition de solutions afin de minimiser les risques. Alors, les solutions doivent venir, quelques mots, oui. Voilà, doivent venir de tous les acteurs. Quand je dis tous les acteurs, c'est non seulement les acteurs humanitaires et les acteurs gouvernementaux. En ce qui concerne nous, les acteurs humanitaires, nous venons en soutien à l'État et nous proposons de l'assistance pour ceux qui sont dans des situations de précarité absolue. Nous aidons les Maliens qui reviennent à s'installer, mais il est quand même important qu'il y ait une synergie pour que chacun dans sa position puisse faire ce qui rentre dans le cadre de son mandat. Nous ne pouvons que sensibiliser, apporter de l'assistance. Et pour les questions de gestion de ces réseaux et autres, je crois que c'est à l'État de encore plus pousser les pions. D'accord, cela est bien compris. C'est sur ce que prend fin cette émission du grand dialogue qui parlait aujourd'hui de la migration dans la région de Tombouctou. Quels sont les défis et les perspectives? Nous recevions sur ce plateau le capitaine Bakary Sinaoko de la protection civile, Aboubakry Mohamed, chef du bureau CRS Catholic Relief Services à Tombouctou, à Seydi Wangara de l'Organisation internationale pour les migrations, le bureau de Tombouctou, et Lassine Diallo, un migrant de retour. Sekou Gadjigo vous a présenté ce débat mis à la régie vidéo Mamadi Keïta, et il était également au son. Je précise que ce débat a été organisé en partenariat avec Caritas et la Croix-Rouge dans le cadre du projet de protection des migrants vulnérables dans le Sahel, financé par l'Union européenne. Merci à toutes et à tous et à la prochaine pour un autre numéro. Le Grand Dialogue. Le Grand Dialogue, l'émission des débats du studio Tamani sur votre radio.